Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Elchaninov, vous êtes rédacteur en chef du Philosophie Magazine à Paris et les éditions Tropen viennent de publier votre livre que je vais montrer maintenant dans le film, Dans la tête de Poutine, traduit par Till Bardou. Et vous nous proposez une recherche sur la logique et l'arbitraire d'un autocrate. La politique brutale de la Russie sur l'Ukraine, pardon, Schneider, l'attaque brutale de la Russie sur l'Ukraine nous conduit à nous demander ce qui peut bien se passer dans la tête du président russe Vladimir Poutine. Début de février 2022, il recevait encore d'autres des hommes politiques occidentaux, notamment le président français Emmanuel Macron ou le chancelier allemand Olaf Scholz. Macron pensait peut-être encore avoir gagné du temps à son retour, bien que l'attaque russe fût déjà programmée et le président russe faisant semblant qu'on pourrait encore l'arrêter, n'est-ce pas? Oui. Il semble que la justification russe de cette attaque sur l'Ukraine, un génocide menacé dans les deux régions de Donetsk et de Luhansk, annexé quelques jours plus tôt par un traité d'amitié et le régime nazi de Kiev, devait être renversée. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Poutine y croit vraiment? Je crois que Poutine est un homme politique qui a grandi dans l'Union soviétique et que toute sa pensée, sa manière de penser a été imprégnée par finalement la vision du monde soviétique dans lequel on pouvait travestir la réalité de manière quotidienne, c'est-à-dire que l'idéologie marxiste-léniniste, l'idéologie soviétique était une manière de transformer le réel, d'utiliser des mots soit dans un sens différent, soit carrément de totalement travestir la réalité par des mots. Et je crois que Vladimir Poutine a gardé de sa formation soviétique cette tendance dans des situations qui lui sont utiles, de transformer le réel, voire de renverser complètement le sens des mots. Et c'est vrai que quand il a essayé de justifier l'agression russe en Ukraine en disant qu'il s'agissait de défendre des populations civiles du Donbass contre des nazis, des néo-nazis ukrainiens, il y avait quelque chose de fantasmagorique. Alors, c'est quelque chose qui est relayé par les médias en Russie, donc qui est cru malheureusement par une partie de la société russe. Donc c'est une sorte de mythologie collective dans laquelle Vladimir Poutine a voulu plonger son pays. Est-ce qu'il y croit personnellement? Je crois qu'au début, c'est une formation politique, c'est une manière de faire, c'est-à-dire finalement de nier le réel, mais il n'est pas impossible que aujourd'hui Poutine se soit plongé dans une sorte de fiction dans laquelle la Russie est l'héritière de ce qu'elle a été pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai l'impression, en écoutant les discours que Poutine a fait après le déclenchement de sa guerre, qu'il se plonge dans le mythe, qu'il se plonge dans la fiction et je ne sais pas s'il y croit vraiment au fond, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, il rejoue la scène de la libération de l'Europe par l'armée soviétique contre le nazisme. Il le rejoue et il veut que tout son peuple y croit. Alors, pendant mes études de sciences politiques à Bonn, j'ai bien appris qu'il faut, dans les relations nationales, et justement notre professeur Jacobsen a fait à l'époque un grand tableau avec les perceptions Est-Ouest. Il faut se mettre à la place des dirigeants Est pour comprendre tout cela. Et je me rappelle encore très très bien ce grand tableau qu'il a fait, parce que c'était la guerre froide à l'époque. Et cet élargissement de l'OTAN, est-ce que les Russes l'ont perçu comme une menace? Alors, au début, quand Poutine est arrivé au pouvoir, d'abord Premier ministre en 1999, puis président en 2000, il voulait coopérer avec les pays occidentaux, ou en tout cas, il a fait mine de vouloir coopérer avec tous les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis, mais aussi les pays d'Orient, la Chine, le Japon. Il était dans une phase d'observation
d'ouverture. Et puis, peu à peu, il y a eu des événements qui ont fait qu'il s'est mis à croire que l'Occident était hostile à l'endroit de la Russie et que l'OTAN était un outil des Occidentaux pour, comme l'a dit Poutine plus tard, repousser la Russie dans un coin. Alors, c'est possible que Vladimir Poutine dise ceci en se référant, en voyant l'OTAN comme une organisation agressive et en oubliant que certains peuples de certaines nations ont voulu adhérer à l'OTAN pour se protéger de Moscou précisément. Quand les pays baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie ont adhéré à l'OTAN, c'était pour se protéger de Moscou qui les avait colonisés pendant des décennies. Donc en fait, Vladimir Poutine a renversé la logique et au lieu de voir que des peuples voulaient tout simplement se détacher de l'Empire russe, il a considéré que c'était une agression de l'OTAN. Donc là encore, excusez-moi, Vladimir Poutine a renversé le sens des mots et il s'est mis à considérer l'OTAN comme un ennemi, comme un adversaire. Et il a construit une rhétorique à partir, disons, de 2003-2004, de plus en plus agressive, de plus en plus puissante, pour dire que l'Occident, finalement, en voulait à l'existence même de la Russie. Et il a choisi d'interpréter l'histoire de la Russie post-soviétique comme celle d'une forteresse assiégée par l'Occident hostile. Et c'est ça qui est devenu le vecteur de son discours à partir du milieu des années 2000 et qui se matérialise aujourd'hui dans la grande guerre qu'il a lancée contre l'Occident en Ukraine. Nous allons tout de suite parler de cette radicalisation, mais je voudrais aussi dire, tout donne à penser que Vladimir Poutine se soit attendu à une action très courte, quelques jours ou plus pour envahir l'Ukraine. Or, il n'en est rien. A-t-il fait un mauvais calcul? Sans doute, puisque il a expliqué que les Ukrainiens étaient des frères des Russes, mais qu'ils étaient gouvernés par un pouvoir de néo-nazis. Donc, il voulait sans doute, dans les premiers jours de son invasion, assez rapidement mettre en place un dirigeant pro-russe, puisque ses objectifs de guerre étaient officiellement la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Donc, il a essayé de le faire rapidement, ça n'a pas marché effectivement, et il a dû se replier sur le Donbass. Donc, il est évident que Vladimir Poutine a été mal renseigné sur la réalité des forces en présence, sur la puissance de la résistance ukrainienne, sur la qualité assez basse, assez piètre de sa propre armée, l'armée russe, et également, il a sous-estimé la réaction des pays européens et occidentaux. Donc, il y a eu toute une série de mauvais calculs, sans doute qui sont dus à son aveuglement idéologique, au fait que Vladimir Poutine pensait peut-être que les Ukrainiens allaient accueillir à bras ouverts l'armée russe comme des libérateurs, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et donc, il y a effectivement toute une série de mauvais calculs qu'il a fait. Je pense que l'une des raisons, c'est, outre le fait qu'il a été mal renseigné par les services de renseignement, c'est qu'il a cru à son idéologie. Il a cru effectivement que les Ukrainiens allaient bien l'accueillir et donc il a dû changer de tactique et même de stratégie. Aujourd'hui, essayer de s'emparer de régions plus modestement, si j'ose dire, dans l'est du pays, dans le Donbass. Avez-vous une idée pourquoi le chef du Kremlin est prêt à accepter tant de morts civiles, évidemment aussi de morts militaires aussi, soldats, au risque que ce soit des crimes de guerre? Là encore, je crois que la réponse est à trouver dans l'idéologisation, voire peut-être la fanatisation idéologique de Vladimir Poutine, qui considère que la Russie est en train de rejouer la Seconde Guerre mondiale, et donc que dans le souvenir des Russes, la Seconde Guerre mondiale a été une guerre sanglante et très violente. Et donc je crois que Vladimir Poutine aujourd'hui est prêt à assumer le risque de beaucoup de morts civiles au nom justement de ce mythe de la Seconde Guerre mondiale qu'il a envie de rejouer aujourd'hui. La question clé, comment un président comme Vladimir Poutine a-t-il pu se radicaliser à ce point de déclencher une guerre si meurtrière? Pour reconstituer l'évolution de cet autocrate, ce sont presque tout votre livre qui est fascinant à lire, qui a manifestement préparé de longue date et de manière ciblée la guerre en Ukraine.
c'est vrai que radicalisation et préparation de la guerre vont chez Poutine main dans la main. Oui, c'est vrai que nous sommes en 2022. C'est vrai aussi que beaucoup d'États, de chefs d'État européens, mais aussi des citoyens du monde entier et même des citoyens ukrainiens ne croyaient pas une invasion d'une telle ampleur possible. Et que cette invasion, même si elle a été bien documentée et que les Américains notamment avaient prévenu qu'elle allait avoir lieu, beaucoup ne croyaient pas à un acte aussi violent et aussi brutal. Et c'est là où justement, quand on lit les discours de Poutine, ce qui a été ma méthode pour essayer de reconstituer l'idéologie du poutinisme depuis 2000, eh bien, on voit que progressivement, Vladimir Poutine met en place tout le socle idéologique qui justifie son invasion de l'Ukraine. Il a expliqué que la Russie était un pays encerclé par les pays occidentaux, que l'Occident était d'une civilisation radicalement différente de la civilisation russe. Il a expliqué que les Ukrainiens étaient un peuple frère, mais gouverné par des néo-nazis. Et ça, il le dit depuis plusieurs années. Et donc, en fait, tout le socle idéologique qui a permis de justifier cette guerre était en place depuis de nombreuses années. Et donc, il ne restait plus à Vladimir Poutine qu'à préparer concrètement cette invasion, ce qu'il a fait pendant un an, à partir du printemps 2021, en massant des troupes aux frontières de l'Ukraine, en lançant un ultimatum à l'OTAN, afin d'avoir une justification, disons, plus pratique de son invasion. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que quand on lit les discours de Poutine, quand on voit à quel philosophe il se réfère dans ses discours, à quelle source culturelle il va puiser, on se rend compte que tout l'appareil idéologique était déjà présent depuis plusieurs années. Donc, malheureusement, cette guerre n'est que la suite idéologique de ce qu'il dit depuis de nombreuses années. Vous citez plusieurs auteurs dont les écrits sont devenus le livre de chevet de Poutine. Les a-t-il cherchés pour étayer son idéologie ou est-ce que les auteurs l'ont inspiré au fur et à mesure de sa lecture? C'est difficile à savoir parce que on a beaucoup de mal à savoir finalement ce que lit Poutine, ce que pense véritablement Poutine. Poutine, c'est un homme de communication, c'est un homme qui est un ancien agent secret pour qui la communication, l'apparence est fondamentale. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'il pense au fond de lui. Ce qui est certain, c'est que depuis le milieu des années 2000, il cite certains philosophes. Il cite, par exemple, depuis à peu près 2005, un philosophe russe du XXe siècle qui s'appelle Ivan Ilyin, qui lui a peut-être été conseillé par le célèbre cinéaste russe Nikita Mikhalkov, qui a consacré des documentaires à ce philosophe. Et il est certain que Poutine le cite régulièrement et qu'encore en automne de 2021, il disait que ce livre de Ilyin, qui s'appelle Nos missions, en russe Nash Zadachi, était toujours sur sa table de nuit, sur son étagère. Donc Vladimir Poutine, sans doute, a fréquenté certains auteurs et a emprunté des phrases, des chapitres qui lui semblaient, disons, concorder avec sa propre vision du monde. Un exemple, Ivan Ilyin, donc un philosophe russe émigré qui a vécu en Allemagne et en Suisse au XXe siècle, essayait d'imaginer ce que pouvait être une Russie post-communiste, libérée du communisme. Eh bien, il a écrit des choses qui sans doute ont frappé Vladimir Poutine, puisqu'il a dit que la Russie post-communiste devrait être dirigée non pas par un représentant démocratique comme en Europe occidentale, mais par un guide qui sache s'opposer à l'Occident, qui protège l'Ukraine des volontés d'hégémonie occidentale et qui finalement deviennent une sorte de grand leader national. Et donc, quand on lit ces pages d'Ivan Ilyin, effectivement, on voit que Vladimir Poutine a pu sans doute s'inspirer de ce philosophe pour essayer de dessiner une forme de post-démocratie dans lequel il y a un guide qui reste au pouvoir très longtemps, qui dirige son pays d'une main de fer et qui est prêt à aller jusqu'à la confrontation avec l'Occident pour, disons, sauvegarder l'espace russe. Donc, effectivement, il y a, si ce n'est inspiration, du moins instrumentalisation ou utilisation de certains penseurs et philosophes russes
pour, disons, apporter de l'eau au moulin de l'idéologie qu'il professe depuis déjà plusieurs années. Dans votre livre, vous interprétez les décisions du dictateur qui, ayant été plus ou moins libéral, s'est transformé en conservateur dur et impérialiste en allant sur ce chemin de la voie russe. Qu'est-ce que c'est cette voie russe? Alors, la voie russe, c'est, disons, l'idée selon laquelle une civilisation russe s'oppose aux grandes caractéristiques de la civilisation occidentale. Alors, c'est une idée qui a existé dans la philosophie russe au XIXe siècle notamment, avec un courant qu'on appelle les slavophiles, qui considéraient que la Russie… C'est un long chapitre dans votre livre. Tout à fait, qui porte en elle, la Russie porte en elle des traits civilisationnels qui la distinguent de l'Occident, plus de collectivisme, plus de religiosité orthodoxe, le refus de la bourgeoisie, le refus de l'individualisme, excusez-moi, le refus du droit, qui ferait l'originalité de la nation russe. Et Vladimir Poutine a sans doute également lu un penseur slavophile de la deuxième génération, qui s'appelle Nikolai Danilevski, qui, dans un livre qui s'appelle La Russie et l'Europe, essaie de montrer que la Russie et l'Europe sont structurellement adversaires, parce qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, ils ne partagent pas les mêmes sources d'inspiration. Et aujourd'hui, vous avez par exemple le patriarche de l'Église orthodoxe Cyril, qui explique que la guerre menée par la Russie en Ukraine est une guerre métaphysique, puisque la Russie voudrait, disons, résister contre ce qu'on appelle en Russie, dans les cercles du Kremlin, la culture homosexuelle. Et donc que la famille traditionnelle, comme on l'appelle encore dans les cercles du Kremlin, doit être défendue contre les attaques de la pensée, le wokisme ou la pensée dite homosexuelle, qui est vue comme un danger par les cercles conservateurs du Kremlin. Donc effectivement, il y a toute une idéologie conservatrice, anti-occidentale, impérialiste, qui s'est construite au fil des années. Lors de ses premières années au pouvoir, c'était quelque chose qui était assez discret dans les discours de Poutine, mais qui est devenu de plus en plus présent à partir de 2005, puis 2007, au fameux discours de Munich, puis au cours de ce que j'appelle le tournant conservateur de 2013, Vladimir Poutine a consolidé une idéologie qui ferait de la Russie le pôle conservateur anti-occidental du monde. Croyez-vous que Poutine veut rétablir la sphère d'influence de l'ancienne soviétique? Et annexe, deuxième question, est-ce qu'une prolifération de cette guerre serait possible? Alors, je crois qu'il est difficile d'imaginer une reconstitution de l'Union soviétique à l'identique, tout simplement parce que les trois pays baltes, par exemple, Lettonie, Lituanie, Estonie, sont membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, il est difficile d'imaginer une reconstitution de l'Union soviétique. En revanche, ce qui est évident, c'est que Vladimir Poutine considère que Moscou a un droit de regard, un droit de contrôle sur ce qui se passe sur ces anciennes républiques. Peut-être pas toutes, mais en tout cas beaucoup. Il considère que le Caucase, notamment avec la Géorgie, doit pouvoir obéir à Moscou. Il considère que l'Asie centrale, notamment le Kazakhstan, doivent aussi rendre des comptes au Kremlin. Et il considère surtout que l'Ukraine n'a pas vocation à devenir un pays indépendant qui, à terme, intégrerait l'Union européenne. Donc, il est évident que pour Vladimir Poutine, ce qu'il appelle l'étranger proche, c'est-à-dire l'Ukraine, les pays du Caucase, les pays d'Asie centrale et évidemment aussi le Bélarus, doivent rester sous le contrôle du Kremlin. Et tout ce qui est vu par lui comme une tentative de regarder vers l'Occident ou de regarder ailleurs en général est considéré comme une agression. Et donc, les guerres auxquelles nous avons assisté, la guerre en Géorgie en 2008 par exemple, et aujourd'hui la guerre en Ukraine, sont des tentatives pour Vladimir Poutine de montrer que Moscou a vocation à contrôler beaucoup de territoires de l'ancienne Union soviétique. Il est difficile de croire que Poutine ait réellement lu l'ouvrage de Kant vers la paix perpétuelle. Du moins le cite-t-il en présence de Gerhard Schröder. Alors, est-ce que Vladimir Poutine a lu Emmanuel Kant? Je ne le sais pas, il est difficile de le savoir. En tout cas, il le cite
enfin, il cite en tout cas le titre de l'opuscule de Kant sur la paix perpétuelle au début des années 2000, et il dit même que les conflits entre nations ne peuvent pas être résolus de manière guerrière. Et donc, il s'inscrit au début des années 2000 dans la pensée d'Emmanuel Kant. Ensuite, il n'est pas impossible que durant ses études de droit à Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine ait eu accès tout de même à des cours sur les penseurs occidentaux, notamment la pensée d'Emmanuel Kant. Un étudiant en droit de l'université de Leningrad, même à l'époque soviétique, peut avoir eu accès à en tout cas à des résumés, à des titres de livres de la pensée de grands auteurs comme John Locke, Montesquieu, Rousseau ou Emmanuel Kant. Donc, voilà, en tout cas, Vladimir Poutine, au tout début de ses premiers mandats, en 2000-2004, cite Emmanuel Kant pour essayer de séduire ses interlocuteurs, séduire Gerhard Schröder notamment, et montrer qu'une partie de lui, disons, est pleinement européenne et souscrit à la pensée des Lumières. Croyez-vous que Poutine souhaite vraiment changer l'orientation de la Russie en direction vers la Chine? Alors, Poutine s'appuie sur un autre courant philosophique qui s'appelle l'eurasisme, qui est né dans les années 1920 et à travers lequel plusieurs penseurs ont considéré que la Chine, en fait, la Russie, pardon, n'appartenait pas à l'Europe, mais constituait avec la Sibérie, avec peut-être des territoires de l'Asie centrale, un continent à part qui s'appelle l'Eurasie. Et donc que la Russie a vocation à se détacher définitivement de ce que ces penseurs appelaient le monde romano-germanique et à se tourner davantage vers l'Orient. Et donc, en s'appuyant sur ces penseurs, qu'il cite parfois, Vladimir Poutine veut montrer que la Russie, qui évidemment est un pays en partie européen, est aussi un pays qui a vocation à se tourner vers des populations turcophones d'Asie centrale, mais aussi à faire alliance avec la Chine. Donc en fait, Vladimir Poutine a une idéologie à géométrie variable. Parfois, il va insister sur le côté européen de la Russie, parfois il va insister sur cette voie russe spécifique avec la confession orthodoxe, mais aussi parfois il va insister sur le fait que la Russie est un pays asiatique et donc doit pouvoir s'allier avec la Chine. Ces temps-ci, il est évident que Vladimir Poutine veut construire une forme d'alliance post-démocratique avec Xi Jinping afin de construire un monde post-occidental. Il vaut vraiment la peine de suivre les citations et le supposé garant de Poutine et de les lire attentivement. Chapitre 7, Dostoïevski et Berdyaev, de faux amis, avec une précision philologique que j'ai beaucoup admirée dans votre livre. Vous dévoilez les conséquences de la lecture cursive du choix des citations appropriées dans leurs œuvres, par lesquelles Poutine tente de s'approprier ses auteurs. Alors effectivement, Vladimir Poutine parfois se reconnaît une véritable proximité avec des philosophes comme Ivan Ilyin, dont nous avons parlé. Et c'est vrai qu'Ivan Ilyin était un penseur non démocrate, anti-occidental. Donc là, il y a vraiment disons, une cohérence pour Poutine à citer Ivan Ilyin. En revanche, Poutine cite parfois des auteurs qui sont beaucoup plus éloignés de lui. Il prétend beaucoup aimer le grand philosophe russe du début du XXe siècle, Nikolai Berdyaev. Oui. Il le cite, mais il le cite mal. Par exemple, pour justifier son conservatisme, Vladimir Poutine fait référence à un livre de Nikolai Berdyaev qui s'appelle Philosophie de l'inégalité et un chapitre sur le conservatisme. Mais en regardant précisément, on voit que pour Berdyaev, le conservatisme n'est pas du tout un conservatisme politique, mais une forme de conservatisme métaphysique. Berdyaev, juste après la révolution russe de 1917, dit tout simplement qu'il ne faut pas jeter le passé, qu'il faut garder la culture, les traditions du passé pour faire une politique d'avenir. Donc, il s'agit d'un conservatisme qui n'est pas du tout un conservatisme social et politique. Quand Vladimir Poutine utilise Berdyaev pour critiquer l'homosexualité, pour critiquer l'Occident qu'il juge décadent, il est clair qu'il fait un contresens et donc qu'il instrumentalise, qu'il déforme la pensée d'un grand philosophe comme Nicolas Berdyaev. J'ai encore une question, et peut-être la plus importante, qui justifie aussi que cet entretien soit sur notre France Bloc. Comment voyez-vous aujourd'hui les rapports entre Poutine et l'extrême droite dans beaucoup de pays en Europe?
Alors, Poutine a construit une politique d'influence sur les sociétés de beaucoup de pays du monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine et en Afrique, En évidemment, Syrie aussi. voilà, au Proche et au Moyen-Orient, une politique d'influence culturelle, une politique d'influence intellectuelle, une politique parfois aussi d'intervention militaire comme en Syrie, effectivement, mais aussi des alliances avec des partis. Vladimir Poutine, à travers des proches, à travers des hommes politiques russes, a tissé des relations très étroites avec des partis populistes et d'extrême droite dans tous les pays européens. Alors, en ce qui concerne la France, la proximité entre le parti d'extrême droite, le Front National, devenu le Rassemblement National, donc entre la formation de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen, sont bien connues. Lors de la dernière campagne électorale en France en 2017, Vladimir Poutine a reçu Marine Le Pen au Kremlin. Donc, il s'agit d'un soutien massif, visible parfois, du Kremlin vis-à-vis de partis populistes et d'extrême droite. La raison est toute simple. Ils partagent très souvent la même idéologie. Vladimir Poutine considère que l'Europe occidentale et l'Union européenne en général, est un outil décadent, un outil faible, un outil qu'il faut désagréger. Or, beaucoup de partis populistes et d'extrême droite luttent contre l'idée européenne et l'Union européenne. Donc, le conservatisme est également une valeur partagée entre une partie de l'extrême droite et Vladimir Poutine. Donc, cette politique d'influence et d'alliance est tout à fait cohérente. Poutine veut détruire l'Europe, il veut désagréger l'Union européenne, et donc il s'appuie sur des forces, parfois aussi l'extrême gauche d'ailleurs, hein. Il s'appuie sur diverses forces pour affaiblir l'Europe, et c'est une politique consciente, ancienne, structurée, faite pour affaiblir l'Europe. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.